a des politiques handicap qui sont aussi accompagnées d'obligations. Maintenant, il faut dépasser l'obligation parce qu'on sait qu'on est aussi sur des enjeux d'attractivité, marque employeur, de recrutement et notamment sur les plus jeunes générations. Alors, je pense que la diversité et l'inclusion, ça concerne tout le monde et tout le monde a envie, évidemment, d'aller vers l'inclusion. Mais l'attente et la demande sur les plus jeunes générations est très très forte et sur le fait d'être des environnements sécurisants et valorisants et avec une attente très importante sur fournissez-nous des preuves, donnez-nous des éléments de transparence et de vigilance sur ces questions-là. C'est vraiment là un enjeu qui est quand même devenu important, notamment pour les équipes RH sur ces questions. Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer, pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidats, recruteurs et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir WeRecruit. Hello à toutes et à tous, et aujourd'hui je suis ravi d'accueillir sur On n'a jamais fait comme ça une femme engagée que je connais depuis de nombreuses années, Sandrine Charpentier, qui est fondatrice et présidente de Mixity. Principalement parler diversité, équité, inclusion, on va y revenir. Sandrine est aussi dans le classement 2022 Femmes Force France, palmarès des 40 femmes les plus influentes de l'année. Ça claque. Nous y reviendrons également. Merci déjà Sandrine de nous accueillir dans tes locaux à Nantes. Ça c'est vraiment très sympa de nous faire découvrir effectivement l'environnement dans lequel tu exerces avec ton équipe. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, bonjour Florent, et puis merci pour l'invitation à parler de diversité, d'équité et d'inclusion, des sujets qui me tiennent fortement à cœur. Oui, je le sais, et je pense que c'est partagé aussi par beaucoup de nos auditeurs et auditrices, et on va revenir sur le pourquoi. Alors avant toute chose, pour commencer, j'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours, Sandrine. Si ma mémoire est bonne, quand on s'est croisés la première fois, c'est quand tu dirigeais Incubator à Nantes. Tout le monde ne connaît pas Incubator, tu vas y revenir, tu vas expliquer ce qu'est Incubator. Mais donc, avant Mixity, qu'est-ce que tu faisais ? Quelle est ton histoire qui t'a amené à aller jusqu'à la création de Mixity ? Oui, alors effectivement, je me souviens très bien de nos échanges et ça fait un petit moment effectivement que nos routes se croisent. Et Incubator, c'est sur mon chemin, effectivement. Donc Incubator, c'est un incubateur de start-up qui débute et donc j'accompagnais des jeunes créateurs et des jeunes créatrices à se lancer dans l'entrepreneuriat tech, puisque moi, je suis entrepreneur dans la tech depuis maintenant près de 20 ans. Donc avec évidemment toujours l'intérêt très fort de ce que la data et de ce que le numérique peut apporter pour résoudre des grands problèmes de société, quels qu'ils soient. Et puis avec toujours cette volonté d'agir pour l'égalité des chances. Parce que ça me tient à cœur depuis très très longtemps. Moi, j'ai cassé pas mal de codes au travers de mon parcours, même si j'ai une diversité qui peut paraître invisible. À de multiples égards, j'ai dû apprendre, m'adapter, faire face à des enjeux de mobilité sociale, d'être une femme dans la tech. Ce qui est toujours compliqué aujourd'hui.
Ce qui est Même toujours 20 ans après. ce qui est toujours un sujet, on Ouais, va un dire, sujet, ouais. même si aujourd'hui il y a des réseaux, il y a des acteurs qui se mobilisent, donc on se sent aussi avec des moyens supplémentaires pour à saisir des opportunités qu'on avait peut-être plus difficilement autrefois. Mais j'ai toujours été dans une démarche de travailler beaucoup et de démontrer mes compétences pour pouvoir aussi accéder à des opportunités, notamment dans l'univers de la tech, notamment dans l'entrepreneuriat. Et donc, pour moi, ça a toujours été très important de considérer l'égalité des chances, la diversité et l'inclusion comme un prisme d'action, un enjeu de progrès pour donner des opportunités à toutes et à tous et montrer que voilà, c'est possible, on peut y arriver, on peut s'épanouir et que la diversité est une richesse. Ok. Donc, incubateur, tu es directrice d'incubateur à Nantes. Combien de temps? Et puis, pourquoi tu quittes incubateur et pourquoi tu rebondis sur un autre projet? Alors, avant Incubator, j'étais déjà entrepreneur. Donc, j'avais une entreprise qui s'appelle Digitali, qui avait pour but d'accompagner les organisations sur leurs enjeux de transformation digitale et d'innovation sociale. D'accord. Et donc, tout ça, ça m'a déjà permis de travailler sur l'innovation tech, sur l'innovation sociale, qui pour moi sont vraiment liées. L'innovation, c'est pas que tech. Ensuite, effectivement, j'ai rejoint Incubator avec la volonté de travailler auprès d'entrepreneurs, enfin d'accompagner des entrepreneurs qui débutent, mais d'avoir toujours cette approche de s'assurer qu'on encourage aussi les femmes et toutes les personnes, quelle que soit leur diversité, à accéder à l'entrepreneuriat tech, puisque on sait que voilà, le numérique façonne le monde d'aujourd'hui et de demain et qu'il faut que tout le monde puisse s'en saisir. Et donc, j'ai rejoint Incubator en 2016, qui est un réseau national d'incubateurs de start-up du numérique pour des projets qui débutent. Et donc, j'ai ouvert Incubator à Nantes, puisque je suis nantaise. Et donc, j'ai accompagné des projets à se développer sur Nantes. Et ça a duré à peu près 3 ans. Et donc, pendant toute cette période, évidemment, le fait d'être dans l'approche d'accompagner des enjeux d'innovation, des enjeux tech, ça a quand même continué de nourrir en moi cette volonté avec la data, d'adresser des enjeux de société et qui sont ceux sur lesquels je suis très engagée avec mes associés Dominique Crochu et Jérôme Fortino, et avec l'idée qu'on peut, avec l'innovation technologique et la data, résoudre, en tout cas en partie, certains enjeux de diversité, d'équité et d'inclusion dans les organisations, en travaillant avec les équipes RH, en travaillant avec les équipes RSE et diversité et inclusion. Ok. Alors du coup, Mixity, tu l'as créé il y a combien de temps aujourd'hui? Vous l'avez créé parce que vous êtes plusieurs autour du projet? Oui, donc on est 3 associés cofondateurs. Donc à mes côtés, j'ai Dominique Crochu qui est vraiment très aussi engagée sur ces questions, qui était la première femme directrice à la Fédération française de football, donc qui s'est beaucoup engagée sur notamment la place des femmes dans les instances de gouvernance du sport, dans la pratique du sport, mais aussi sur toutes les diversités. Et puis Jérôme Fortino, qui est un ingénieur data scientist, qui aussi avait beaucoup travaillé sur la recherche et du développement pour travailler sur l'éthique de la data. Et donc, ensemble, on s'est vraiment retrouvés autour de cette idée de créer une solution innovante qui permette vraiment de mesurer la diversité et l'inclusion. Et donc, ça c'est né dans nos têtes. Je pense assez tôt, 2015-2016, il y avait déjà cette réflexion. Donc depuis 2016, en cours. Vous réfléchissiez tous les on trois maturait, à ce sujet. notamment avec Dominique, parce qu'on ne connaissait pas encore Jérôme. Et en fait, quand on a précisé notre envie de lancer une solution et un outil, on a créé Mixity donc en février 2019. Et donc, Jérôme nous a rejoints pour nous aider à modéliser l'algorithme et l'approche de data analyse pour construire cet outil d'empreinte, diversité et inclusion pour accompagner les entreprises sur ces questions. Alors, on va revenir sur tous ces sujets. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui la mission de ton entreprise ou de votre entreprise? Quel est l'objectif que vous avez concrètement en 2023 et pour les années futures? Qu'est-ce que vous voulez faire bouger en fait? Alors nous, ce qu'on veut, c'est accélérer l'égalité des chances parce que on se dit que l'accès à l'emploi pour certains profils, certains parcours et l'évolution de carrière et les opportunités de se sentir appartenir à un projet et de se sentir
contribuer à un projet pleinement, c'est encore pas évident. Il y a encore plein de facteurs qui discriminent et qui empêchent d'avoir cette égalité réelle dans les organisations, dans les environnements de travail. Et nous, notre objectif, c'est d'accélérer pour ne pas avoir à attendre encore 100 ans ou 200 ans quand on nous dit, voilà, si on ne fait rien, les choses vont évoluer, mais pas tant que ça. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça aille plus vite et que demain, quelle que soit sa différence, on puisse saisir des opportunités, travailler pour réussir, mais aussi avoir cette possibilité d'accéder à des projets épanouissants. Ok, très concrètement, comment ça fonctionne? Tu parles d'empreinte. C'est quoi l'empreinte? Comment est-ce qu'elle est calculée? Parce que vous parlez de data, donc j'imagine qu'il y a des calculs, il y a des chiffres forcément derrière tout ça. Comment est-ce que vous fonctionnez concrètement? Moi, je suis RH en entreprise. Je dirais, aujourd'hui, si j'ai envie d'être plus acteur dans mes actions autour de l'inclusion, de la diversité, dans ma thématique RSE de l'entreprise, quelque part, des structures, des associations, il y en a pléthore aujourd'hui. Enfin, il y en a beaucoup qui travaillent autour de ces sujets. Pourquoi j'irais voir Mixity et qu'est-ce que tu vas amener, qu'est-ce que Mixity va amener de différenciant pour que je me dise, oui, ok, c'est la bonne solution pour pouvoir accélérer sur cette thématique dans mon entreprise. Mais nous, ce qu'on s'est dit avec Mixity, c'est que les organisations, les équipes RH, notamment les équipes qui s'occupent des sujets RSE, diversité et inclusion, elles étaient un peu perdues sur toutes ces questions de diversité et d'inclusion parce qu'en fait, c'est des sujets complexes, sensibles, passionnés, avec une réglementation qui durcit, avec des enjeux, légales de plus en plus compliquées, voilà, des risques, une question de réputation, d'attractivité, etc. Donc, en fait, on s'est dit, quand on regarde la RSE, l'accompagnement RSE, sur le volet environnemental, il y a des méthodes, il y a des outils comme le bilan carbone, par exemple, qui permettent de vraiment travailler cette question, de définir un cadre, de structurer son organisation pour savoir où on se situe, quel est notre impact positif et négatif et comment on le fait évoluer. Et donc, on va de la même façon donner un cadre, une méthode aux organisations sur le volet de l'humain et de la diversité et de l'inclusion pour structurer un accompagnement qui permette de se dire on adresse plein d'enjeux, l'égalité femmes-hommes, le handicap, les origines, les âges, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'intersectionnalité de la diversité et de l'inclusion. Donc on est sur ces facteurs multiples, des enjeux multiples, de process, de management, d'accompagnement et de soutien sur ces sujets. Et donc, comment on fournit une méthode et un cadre précis pour faire un diagnostic, une photographie, une empreinte, cette fois-ci diversité et inclusion, de ce qu'on représente aujourd'hui sur ces questions-là, où on en est, est-ce qu'on a des process qui sont suffisamment adaptés aux enjeux qu'on doit adresser, est-ce que la diversité est suffisamment représentée dans notre organisation. Donc là, on va regarder les données RH, on va regarder on va analyser les process, les dispositifs existants ou à renforcer. Donc, on va sortir un score de maturité sur les 5 dimensions de la diversité et de l'inclusion. Okay. Égalité femmes-hommes, handicap, âge, origine. En récupérant les données que l'entreprise a ou exactement, pas. Parce que selon les organisations, j'imagine que des fois, c'est structuré et puis des fois, c'est dans des éventuels fichiers, voire pas du tout, quoi. Voilà, donc déjà, on fait ce travail de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la donnée, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut apporter en complément, comment on peut aider aussi l'organisation à structurer ces données RH, parce que c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui de reporting. Et puis, on a aussi un deuxième pan qui est un sondage de perception des employés sur la diversité et l'inclusion dans l'organisation. Okay. Ce qui est une donnée en soi, puisque finalement, quand on regarde est-ce qu'on se sent inclus ou pas inclus dans une organisation, ce qui compte beaucoup, c'est la perception. C'est est-ce qu'on estime soi-même être inclus ou pas. Et donc, la perception est une donnée importante. Et donc, on va aller sonder les équipes pour comprendre qu'est-ce qu'elles pensent de leur organisation, comment elles se sentent elles-mêmes accompagnées sur ces enjeux. Est-ce qu'elles pensent qu'elles peuvent accéder aux mêmes opportunités d'emploi, de développement, de management. Et donc, à partir de ces 2 empreintes miroirs, on va fournir un état des lieux complet, mais pas que, aussi une stratégie opérationnelle à déployer sur 12 mois, 24 mois, pour vraiment être très concret et passer à l'action. Parce que le but, c'est pas de se dire « Ouh là, on a constaté et on se rend compte que
Voilà, on est sur plus ou moins des choses positives, plus ou moins des choses à corriger. On est vraiment là pour accompagner sur un chemin complet, quelle que soit l'étape où se situe l'organisation, qu'elle soit au début de son parcours ou dans l'idée de renforcer, d'être toujours dans une exigence de reporting plus poussée et d'accompagner sur des actions, des stratégies, des programmes avec l'écosystème d'acteurs engagés sur ces questions. C'est intéressant parce que tu as dit beaucoup de choses. Et comment est-ce qu'on arrive à, quelque part, interviewer les collaborateurs et les collaboratrices de l'entreprise? C'est par une enquête anonymisée, j'imagine, avec un certain nombre de questions-réponses. Mais comment faire en sorte pour embarquer tous les collaborateurs sur cette thématique? C'est une bonne question. Donc effectivement, c'est un sondage en ligne, anonyme, puisqu'on pose des questions qui nécessitent d'appliquer les réglementations et les demandes, les exigences de la CNIL et du défenseur des droits aussi, puisqu'on est aussi sur des sujets où on va demander, par exemple, aux répondants, est-ce qu'ils estiment faire partie d'une minorité et si oui, pour quelles raisons? En raison de leur couleur de peau, en raison de leur lieu géographique, de leur apparence, de leur orientation sexuelle, etc. D'accord. Donc on est quand même sur des éléments qui nous permettent de collecter des données aussi pour mesurer à un certain niveau de diversité dans l'organisation, de perception. Certains collaborateurs ou collaboratrices n'ont même pas dit à leur employeur. Exactement. Donc, on a des obligations fortes par rapport au cadre réglementaire qu'on doit respecter. Ce qui compte beaucoup, c'est dans cette démarche-là, c'est vraiment l'impulsion de la direction générale et l'accompagnement sur le sens qu'on met dans le fait qu'on va mener cette campagne de perception de la diversité et de l'inclusion en interne. Donc, c'est vraiment d'avoir tout le top management mobilisé sur ces questions et de bien expliquer pourquoi on le fait et que les informations, les résultats seront communiqués et que derrière, des actions seront menées pour apporter une culture d'inclusion qui soit perçue par le plus grand nombre dans l'organisation. Et à partir du moment où il y a du sens dans cette approche, on a un taux de réponse qui est très positif, très fort, parce que on sent la mobilisation sur cette question. C'est quoi le taux de réponse moyen chez vos clients aujourd'hui? On est autour de 60%. Après, ça va vraiment dépendre du contexte social aussi et de la taille de l'organisation qu'on va adresser. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un échantillonnage aussi représentatif pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant autour de ça. Tu as parlé effectivement d'empreinte. L'empreinte Mixity, qui est conçue à partir d'un référentiel, à ce que j'ai compris. Ce référentiel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement? Comment est calculé ce référentiel? Je dirais, quelles preuves vous avez de tout ce que vous affirmez à vos clients pour pouvoir les accompagner à être meilleurs demain? Alors le référentiel, on l'a travaillé, ça nous a pris du temps de concevoir ce référentiel, oui. Parce que nous-mêmes, on ne voulait pas mettre trop de biais dans la façon dont on évalue les organisations qui sont très diverses. Donc le fait de mesurer la diversité et l'inclusion, c'est pas simple, et d'avoir une approche universelle qui permette aux organisations de se comparer entre elles, ça nécessite d'avoir un certain nombre d'éléments communs qu'on peut aller identifier dans les organisations. Donc après, on a le cadre légal qui nous aiguille, notamment sur la mesure de l'égalité femmes-hommes dans l'organisation ou la mesure du handicap, où on a déjà des indicateurs qui existent, réglementaires, des process, avec des acteurs qui accompagnent ces questions. Après, quand on est sur les sujets d'origine ou d'orientation sexuelle, identité de genre, c'est plus sensible et on est parti aussi de moins d'éléments pour construire des éléments de mesure, sachant qu'on est convaincu qu'il faut mesurer toutes les diversités pour pouvoir aussi comprendre où on se situe et avoir des éléments tangibles et objectifs pour mettre tout le monde d'accord déjà, et puis dépassionner les sujets en fait. Oui. Et donc on a pour ça travaillé avec toutes nos parties prenantes que sont les associations ou les grands acteurs experts qui travaillent sur ces sujets. Donc on a travaillé avec, par exemple, l'Autre Cercle, avec Mosaïque RH, avec Diversity Days, avec la FMD, avec le gouvernement aussi, puisqu'on a le soutien de 3 ministères aujourd'hui qui travaillent sur ces questions. Donc, vraiment aussi avec la volonté de soumettre nos référentiels à des acteurs qui puissent
nous orienter, avoir une éthique aussi dans notre approche. Et donc, et aussi, on a travaillé avec nos parties prenantes que sont les entreprises, où on leur a soumis nos référentiels, en leur demandant de nous faire des suggestions d'amélioration. Et on a construit cette approche. On a beaucoup chez nous de temps passé sur la R&D, sur la mesure comment on mesure donc la recherche fondamentale sur comment on peut mesurer la diversité et l'inclusion. Donc d'ailleurs, on a récemment été reconnu jeune entreprise innovante sur nos actions de mesure sur la recherche en innovation sociale sur ces questions-là, puisque également on travaille à l'échelle française, mais pas que. On a développé un référentiel universel international qui à la fois comprend des éléments communs de mesure et d'évaluation pour pouvoir comparer, mais qui s'adapte aux différentes réglementations et cultures régionales. Et donc, c'est un gros travail chez nous de comprendre, de benchmarker et d'analyser toutes ces données pour faire des référentiels. C'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que vous avez une vision qui dépasse aujourd'hui le cadre français autour de la thématique, des thématiques diversité, égalité, inclusion. Vous allez au-delà de ce cercle. Si on zoomait sur la France aujourd'hui, et si on prenait un peu de hauteur, comment vont en France, comment vont les entreprises aujourd'hui en termes de diversité et d'inclusion ? C'est quoi ton regard aujourd'hui sur cette thématique vue par les entreprises françaises ? C'est une bonne question. Là, on est dans un momentum en fait sur la diversité et l'inclusion où il y a une prise de conscience forte qui a été aussi accélérée par les événements qu'on a pu vivre ces 3-4 dernières années entre le Covid, Black Lives Matter, MeToo, toutes ces attentes sur ces questions d'opportunités, d'équité, de traitement, d'enjeux humains aussi et d'inclusion, de volonté de se sentir inclus. Donc cette prise de conscience, elle est présente dans beaucoup d'organisations, pas que dans les grandes entreprises engagées ou chez des dirigeants qui avaient cette fibre particulière. C'est pas qu'une histoire de CAC 40 ou de SBF 120 aujourd'hui. Non, c'est plus qu'une histoire de CAC 40 et de SBF 120. Alors sur la prise de conscience, après sur le passage à l'action et sur le fait de mettre des moyens, de travailler des plans d'action, des dispositifs, ça reste encore timide dans des organisations type PME, ETI qui doivent au-delà effectivement de se dire c'est un enjeu pour nous, c'est important, c'est une stratégie et on l'intègre, passer de la réaction finalement à l'adaptation à la réglementation, aux exigences nécessaires pour prouver sa performance, à une proactivité et à une mise en place de moyens, d'outils et de dispositifs qui soient durables aussi et structurants. Il y a des opérations qui sont mises en place, qui peuvent être ponctuelles, qui peuvent montrer des engagements selon certains sujets, mais on reste encore sur une approche soit, on va dire, opérationnelle ou ponctuelle, soit en silo. Donc, on va travailler sur l'égalité femmes-hommes parce qu'il y a aussi une réglementation et un cadre qui... Et qu'on n'a pas le choix, on a un indicateur à mettre sur son site web, etc. Voilà. Et c'est une bonne chose, mais c'est un début. Il faut prendre plus de hauteur, en tout cas. Voilà, il y a des politiques handicap qui sont aussi accompagnées d'obligations. Mais maintenant, il faut dépasser l'obligation parce qu'on sait qu'on est aussi sur des enjeux d'attractivité, marque employeur, de recrutement et notamment sur les plus jeunes générations. Alors, je pense que la diversité et l'inclusion, ça concerne tout le monde et tout le monde a envie, évidemment, d'aller vers l'inclusion. Mais l'attente et la demande sur les plus jeunes générations est très, très forte et sur le fait d'être dans des environnements sécurisants et valorisants et avec une attente très importante sur fournissez-nous des preuves, donnez-nous des éléments de transparence et de vigilance sur ces questions-là. C'est vraiment là un enjeu qui est quand même devenu important, notamment pour les équipes RH sur ces questions. Et c'est peut-être aussi une réponse à la problématique aujourd'hui qu'ont de nombreuses entreprises, petites et moins petites, autour du recrutement, de la fidélisation de leurs collaborateurs. C'est aussi de penser autrement, de réfléchir autrement et de s'ouvrir au profil auquel peut-être ces entreprises, ces organisations ne s'ouvraient pas auparavant. Je ne sais pas ce que tu en penses sur ce sujet. Complètement, parce que effectivement, souvent, nous, on entend, ce qu'on regarde, c'est la compétence, et donc j'aime bien répondre dans ce cas-là que aller vers la diversité et l'inclusion, c'est aller vers
encore plus s'ouvrir à encore plus de compétences en fait. C'est vraiment important de se dire aujourd'hui, il y a de la compétence partout, il y a de l'excellence partout, il y a des talents partout, il y a des personnes qui ont envie de contribuer partout. Il faut savoir aller les chercher. Parfois, ça nécessite un petit peu plus d'efforts et d'ouverture et d'intérêt aussi à des publics où il faut parfois aussi sortir de pratiques qu'on avait l'habitude de développer parce que c'était bien installé, c'était confortable. Pour aller chercher cette richesse, il faut aussi réétudier ses process, ses approches, ses façons de fonctionner, former ses managers et travailler contre les biais. Ouais, tout à fait. Moi, je l'ai vécu en tant qu'RH ou en tant que patron de cabinet de recrutement où, sur certains profils, la profession RH était plutôt ouverte, mais des fois se heurtait à des freins internes. Est-ce que le manager va être d'accord, quoi, en fait? Et ce sujet d'accompagnement, de formation des managers à ce sujet ou à ces sujets de diversité et inclusion, est-ce que vous y travaillez avec vos clients au-delà de la fonction RH? Comment vous les aidez à franchir, au-delà de l'outil, à franchir des steps sur leur accueil et leur intégration de minorités, quelle qu'elle soit? Oui, on y travaille parce que c'est vraiment un levier fort d'action. Tout part des biais. Vous n'êtes pas qu'un outil SaaS, en fait. Non, on a aussi tout un accompagnement conseil à côté pour vraiment être dans une approche d'accompagnement dans la durée, non seulement à la mesure, mais aussi au déploiement. Et donc, évidemment, on travaille sur des accompagnements, des équipes de management, sur le management inclusif, des équipes de recrutement sur recrutement inclusif, avec cette notion de comprendre ces schémas, ces fonctionnements personnels. On a tous des biais, on a tous des préjugés, on a tous des stéréotypes. Ça fait partie du fonctionnement de notre cerveau et des raccourcis qu'on doit faire quand on doit prendre des décisions, parfois dans des contextes où il faut aussi aller vite. Donc, c'est comprendre comment fonctionnent ces biais et comment on peut les déjouer. Et puis, s'ouvrir et être peut-être dans une approche aujourd'hui de davantage d'authenticité et d'évolution d'un schéma, on va dire, travail et vie privée qui était très cloisonné et où maintenant les choses évoluent énormément et il faut prendre un individu pour tout ce qu'il est ou pour tout ce qu'elle est et vraiment aussi avoir cette approche de s'intéresser à ses équipes, s'intéresser à ses collaborateurs et ses collaboratrices. Tout ça, ça permet de travailler ce sentiment d'inclusion qui est encore un vrai enjeu dans plein d'organisations, puisque on sait aussi dans les études qui sont menées que le ressenti d'inclusion n'est pas forcément toujours bien présent. Et en fait, l'inclusion, c'est quoi ? C'est très lié au comportement individuel, à ce qu'on perçoit dans la relation avec son management, ses équipes au quotidien. Et donc, il faut faire évoluer les comportements pour arriver à cette approche de diversité et d'inclusion la plus la positive possible. Ok. Tu as parlé effectivement de l'accompagnement, en tout cas d'aller plus loin aujourd'hui sur les PME, les ETI qui sont peut-être un peu plus en retard, en tout cas qui ont un chemin plus long à faire sur ce terrain-là. Quid des fonctions publiques ? Vous accompagnez les différentes fonctions publiques, les collectivités, la fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État sur ces sujets, ou est-ce que vous sentez une envie d'aller sur ces terrains de jeu aussi ? Alors pas encore aujourd'hui. D'accord. Parce que nous sommes une jeune entreprise innovante et que on a aussi... Non mais vous êtes soutenu par des ministères, donc je me dis peut-être en interne, ils font aussi bouger les choses. Ils sont complètement... et puis, c'est aussi beaucoup de personnes qui sont concernées, qui travaillent dans la fonction publique. Donc, évidemment, on a très envie d'accompagner aussi ces acteurs. Mais dans notre approche de mesures d'évaluation et d'accompagnement, il y a des spécificités au secteur public qu'on n'a pas encore adressées. Donc, ça fait partie de nos objectifs de demain. Aujourd'hui, on a un focus sur les entreprises, on va dire, privées, sur les associations aussi, qui sont aussi tout un écosystème, et aussi les écoles, puisque on a beaucoup d'écoles qui nous contactent depuis pas mal de temps pour être aidées sur ces questions d'inclusion, de diversité, pour mesurer leurs engagements, pour comprendre ce qui se passe aussi dans leur organisation, être accompagnés sur des plans d'action. Et donc, on a lancé en début d'année Mixity Campus, qui est tout un accompagnement aussi, mesure et suivi et pilotage pour vraiment
notamment les établissements d'enseignement supérieur. Donc on a commencé aussi avec les grandes écoles. Oui. On travaille maintenant sur l'adaptation aux universités parce qu'on se dit que c'est tout un écosystème et toute une chaîne d'acteurs qui construisent aussi cette logique de diversité et d'inclusion. Les entreprises nous disent nous on voudrait recruter par exemple plus de femmes dans la tech, mais on n'en trouve pas dans les écoles, c'est difficile, qu'est-ce qui se passe et comment on peut y travailler. Et donc on crée ce maillage et ce lien et ce cercle vertueux qui se nourrit au travers de cette relation aussi entreprise-école. On est dans cette démarche-là, on se développe à l'international et c'est vrai que la fonction publique, on y pense évidemment, mais on choisit nos priorités aujourd'hui par rapport à notre équipe. Est-ce que tu es pour ou contre la mise en place de quotas dans les entreprises en termes de diversité et d'inclusion ? Et pourquoi ? Est-ce que tu as une position sur ces sujets ? Complètement, une position très assumée. Moi, je suis quelqu'un qui travaille sur la donnée, sur comment justement on peut avoir des indicateurs, des objectifs pour s'améliorer. Et moi, le terme quota, il a été vraiment malmené et galvaudé dans tout ce discours et ce débat autour de l'égalité femmes-hommes, notamment, mais pas que. Et pour moi, c'est un indicateur. C'est un indicateur pour piloter un enjeu, une performance. On se fixe des caps, des indicateurs, on objective. Et ça fait partie pour moi d'une action corrective positive parce qu'en fait, les quotas, ils sont nés d'un dysfonctionnement. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et d'une volonté de corriger ces dysfonctionnements. Et en fait, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que quand on a, je ne sais pas, que 5% de femmes dans des postes de leadership ou dans des COMEX ou des CODIR, on peut se poser une question en se demandant pourquoi et regarder comment faire pour améliorer les choses. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, si on attend que les choses se fassent naturellement, on peut attendre encore très longtemps. On a beaucoup attendu. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi peut-être explorer des choses différentes, même si tout n'est pas parfait. On sait qu'évidemment, on préférait que naturellement les choses se fassent. Mais quand elles ne se font pas naturellement, on essaye de mettre en place des actions correctives, positives, qui permettent d'améliorer. Et ce qu'on peut dire, par exemple, sur les quotas, notamment de femmes dans les conseils d'administration, c'est que c'est bénéfique pour tout le monde, parce que souvent, en réaction, les entreprises qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont ouvert des postes supplémentaires. Donc, elles ont élargi leur comité et elles permettent à chacun et chacune de se projeter et de s'épanouir dans des instances de gouvernance. C'est un exemple, mais pour moi, c'est vraiment le sens positif de cette approche de quota. Ça permet d'accélérer le temps, en fait, d'aller plus vite. Ouais, parce que sinon, on voit l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. C'est un sujet récurrent dans toutes les entreprises tous les ans, même si l'écart on va dire baisse, mais on est encore loin de l'égalité, très très loin de l'égalité. C'est ça, et voilà, j'aime bien dire, moi, done is better than perfect, parce que quand on est dans une start-up, on sait que, des fois, on voudrait peaufiner, mais on n'a pas forcément l'opportunité de le faire. On n'a pas le temps ou les moyens de le faire souvent. Voilà. Donc, c'est fait. Ok, très très bien. J'ai bien aimé ce que tu as dit là sur la partie effectivement école, l'accompagnement des établissements supérieurs aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est peut-être une solution de changer les choses plus tôt possible ? C'est-à-dire si on change les mentalités, qu'on réfléchit déjà à ces sujets-là au sein de l'école, ce sera plus facile demain de les changer dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'était aussi ça la stratégie qu'il y a derrière ? Ou est-ce que je fais fausse route ? Si, alors évidemment, nous, et Dominique Crochu, mon associé, est très volontaire sur le fait de travailler Mixity dès la maternelle. Ah oui, carrément. Okay. Parce que, évidemment, tout se joue. Enfin, on est sur un sujet sociétal. On est sur des schémas, sur une société qui doit progresser aussi sur plein de questions. On voit les problèmes et les enjeux et malheureusement les cas graves de discrimination à l'école qu'on a pu suivre. De harcèlement derrière. De harcèlement, etc. C'est une réalité. Il faudrait agir dès le plus jeune âge pour justement travailler pour améliorer la vision de la diversité dans notre société, lutter contre les préjugés, les stéréotypes qui sont très très présents encore aujourd'hui dans notre société à plein d'égards. Et oui, on aimerait bien un jour aller jusque-là. Ça peut être une ambition, en tout cas. Voilà, ça peut être un objectif. C'est en tout cas l'objectif de Dominique. C'est celui de Dominique, très assumé aussi, oui. Ok.
Est-ce que tu as le sentiment encore aujourd'hui que nous RH ou nous RH recruteurs, si on zoome sur cette verticale du monde RH, on a toujours encore tendance à vouloir recruter des clones? Est-ce que tu penses que ça bouge ou est-ce qu'on a toujours cette facilité de réfléchir de cette manière-là? Disons que c'est plus facile. C'est plus facile de recruter des clones et je le comprends. Enfin, après, je sais aussi que ce qu'on veut, c'est pas prendre de risques quand on fait un recrutement la première. Moi, la première, je veux dire, je suis aussi chef d'entreprise. Je recrute des personnes dans mes équipes et on a très envie de prendre des personnes qui ressemblent à des profils qui ont aussi performé dans l'organisation ou qui nous ressemblent en se disant le risque d'erreur, il est peut-être un peu moins fort. Et puis, quand il faut prendre des décisions, parfois dans des cadres contraints, on a tendance à aller au plus rapide. Oui. Et puis à fonctionner aussi avec des habitudes. On est tous... et ça, c'est très humain. Donc, c'est justement prendre le temps et mettre l'énergie et l'effort complémentaire de regarder un petit peu différemment les choses, de chausser nos lunettes pour regarder autrement ce qu'on peut faire. Où sont les biais possibles dans nos process à toutes les étapes, entre la façon dont on va sourcer, identifier des candidats et des candidates, la façon dont on va les qualifier, les préqualifier, les qualifier, faire la sélection finale, onboarder, etc. Donc, les biais sont partout. Il faut lutter contre nos biais à chaque étape. Et donc, ça nécessite une énergie, ça nécessite une attention particulière, un temps complémentaire et de faire différemment. Donc, évidemment, c'est plus compliqué, mais c'est aussi plus productif et ça apporte davantage aussi de performance parce que derrière, on sait qu'on va peut-être s'ouvrir à de nouvelles richesses et à de nouveaux talents. J'aimerais que tu me racontes une histoire, en fait, en lien avec tout ça, d'un client que vous avez au sein de Micity et que tu as vu fortement progresser sur tous ces sujets de diversité, d'inclusion suite à votre action. Est-ce que tu as en tête une entreprise qui est peut-être venue vous voir en vous disant j'ai besoin de mesurer parce que je sais pas où j'en suis ou je me sens pas forcément super sur le sujet. J'ai compris que c'était important parce que sinon ils seraient pas venus te voir. Et aujourd'hui, des étapes ont été franchies. Alors, la perfection n'existe pas dans ce domaine, mais en tout cas des étapes ont été franchies. Est-ce que tu aurais un exemple à nous raconter, une histoire à nous raconter? Oui, il y en a une qui me vient en tête comme ça, qui est une PME, donc c'est bien parce que ça peut aussi montrer que c'est pas forcément une très grande entreprise et que ils ont aussi pris le sujet à bras le corps. C'est donc Guillaume Gibaud, qui est le fondateur du Slip français, qui est venu nous voir après 2 crises importantes de réputation et de management un peu fortes par rapport à leur histoire, où une première fois ils avaient déjà eu une première alerte sur des photos qui avaient été publiées où on voyait que des personnes qu'on peut définir comme des clones en photo dans un séminaire. Et puis, donc il y avait eu aussi tout un bad buzz autour de cette approche de ne recruter que des clones. Et puis, un deuxième épisode assez dur pour le Slip français avec des personnes qui, hors du contexte du travail, mais des équipes du Slip français, avaient fait des blackface dans une soirée. Et donc, avec un impact très, très fort, un retentissement très, très fort de réputation pour Guillaume. Donc, lui, il y est venu de façon vraiment confronté à quelque chose de très difficile à assumer pour lui. Et donc, il est venu aussi vers nous pour dire, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de travailler sur ces questions-là, de remettre en question nos façons de recruter, d'adresser ces enjeux. J'ai besoin de cadre, j'ai besoin de méthode, j'ai besoin d'un acteur qui puisse m'accompagner sur ces questions. Donc, on a travaillé ensemble pour réaliser cette approche de mesure, d'audit, de diagnostic diversité-inclusion au sein du Slip français. Et donc, ils sont partis la première année avec un score très bas, autour de 40 sur 100 en termes de performance sur l'ensemble de leur analyse. Et avec l'accompagnement, avec les recommandations, avec les actions qu'on a pu leur proposer et qu'ils ont pu mettre en œuvre et déployer, en un an, ils ont développé leur empreinte et ils sont, je crois, aujourd'hui à 65%. Donc, ils ont vraiment énormément progressé. Ils ont encore beaucoup de choses à faire, mais en fait, ils ont les moyens de voir où s'améliorer, comment faire de façon très concrète et de mettre des étapes en place. On ne peut pas tout changer avec une baguette magique du jour au lendemain. Évidemment, ça prend du temps. C'est un vrai parcours. Il faut structurer.
Voilà, mais il y a une méthode, il y a un cadre, il y a des engagements qui sont pris par la direction, par Guillaume, par ses équipes pour vraiment avancer sur ces questions. Et là, c'est un exemple parfait de dirigeant qui s'est engagé à faire bouger les choses, qu'on a fait une priorité stratégique, qui a mis des moyens, qui a agi avec ses équipes et qui montre des preuves qu'il y travaille et qu'il y a de la performance qui en découle. Ok, merci pour cette histoire, parce qu'elle est vraiment intéressante et effectivement révélatrice de tout le travail que l'on peut réaliser si on a envie de s'impliquer sur le sujet, en tout cas. Si on parle du futur, dont on a un petit peu parlé, des projets de Mix City, Mix City Campus qui vient donc d'être lancé, qui a quelques mois, l'international, les collectivités. Quel est ton rêve en fait pour Mix City ? Est-ce que ton rêve c'est que Mix City disparaisse ? Alors, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, il n'y aura plus de problème de diversité et d'inclusion, mais je suis assez convaincue quand même qu'on a beaucoup de travail encore et que il faut jamais arrêter en fait. On voit dans l'histoire et dans aussi les événements qu'il suffit de lâcher ou d'un changement de politique ou d'un changement de société pour que on fasse marche arrière aussi. Donc il faut toujours être très vigilant, même quand on est très bon, quand on est engagé, il faut pas lâcher en fait. C'est vraiment un travail constant et c'est pour ça que nous on se dit beaucoup aussi qu'il faut sortir du cadre où on fait des choses qui sont drivées ou accompagnées par des gens engagés qui sont dans les équipes et qui portent ce sujet, et puis il suffit d'une nouvelle nomination ou d'un changement de poste pour que finalement ce sujet soit moins porté parce que la personne a d'autres priorités, etc. Et en fait on peut pas avoir une stratégie structurée et à conduire le changement dans le temps si on n'a pas objectivé, organisé aussi sa gestion de projet diversité et inclusion avec une méthode en fait, parce que sinon on reste très lié à des individus plus ou moins engagés, plus ou moins sensibles, plus ou moins volontaires, et puis on a des politiques diversité et inclusion fluctuantes. Donc c'est important d'avoir cette approche d'accompagner ces sujets dans le temps et puis de toujours renforcer nos accompagnements. Dernière étape de notre échange, dernière partie de notre échange sur l'évolution de la fonction ressources humaines dans les organisations. Comment tu la vois évoluer ces prochaines années et en particulier sur les sujets qui, toi, te tiennent à cœur autour de la diversité et l'inclusion ? Je suis convaincue que la diversité et l'inclusion, c'est une belle opportunité pour les équipes RH aussi de s'y engager, d'organiser aussi, de contribuer à la stratégie, puisque pour moi, c'est un enjeu quand même, un pilier stratégique des organisations. On va arriver en 2024 aussi avec davantage de reporting extra-financier qui intègre le reporting sur la diversité et l'inclusion, sur ces sujets-là. Donc, ça va devenir aussi hautement stratégique. Donc, ça implique des changements, de structurer la donnée RH, d'avoir des programmes aussi qui permettent d'assurer des pratiques de recrutement, de management inclusif et inclusive. Donc, c'est de belles opportunités aussi autour de ces questions qui réunissent tout le monde, parce que je pense qu'on a tous envie de travailler sur ces enjeux de diversité et d'inclusion. Pour moi, c'est une compétence, c'est plus forcément un enjeu où on a une personne qui va être en charge ou manager de la diversité et de l'inclusion. Le fameux responsable diversité qui existe dans les entreprises. Ce qu'on a vécu avec la transformation numérique au départ, où on avait une personne en charge d'eux. Après, on peut avoir évidemment un leader ou une personne qui impulse. Mais finalement, la diversité et l'inclusion, c'est une compétence pour moi professionnelle. Et cette compétence professionnelle, il faut la travailler auprès de ses équipes, à la fois dans les équipes RH, mais aussi dans toute l'entreprise en fait. Et tout le monde doit pouvoir se développer sur cette compétence professionnelle diversité et inclusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça se travaille ? Comment ça se développe ? Ça, il y a tout un levier d'action qui peut être développé autour de ces questions de compétences vraiment clés de la diversité et de l'inclusion et du management inclusif.
Ok, j'aime beaucoup ce que tu as dit sur la diversité et l'inclusion. C'est une compétence professionnelle en fait. C'est un message important que tu nous fais passer à nous RH en tout cas. Ok, extrêmement question. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet que tu aurais aimé aborder? Bonne question. Alors peut-être sur est-ce qu'on peut tout mesurer? Oui. Est-ce qu'on peut tout mesurer? Donc nous, évidemment, ma réponse est oui. On peut tout mesurer. Souvent, on a aussi cette crainte quand on échange avec les équipes RH sur mais c'est interdit de mesurer les origines socioculturelles, enfin culturelles notamment. C'est interdit de mesurer l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Alors, pour expliquer notre démarche, notre volonté, c'est de fournir des indicateurs sur toutes les diversités et de comprendre où on se situe sur tous ces enjeux et donc de donner des clés avec le respect du cadre légal, évidemment. Mais on a quand même cette approche de comprendre ce qui se passe dans l'organisation et il est possible aujourd'hui d'avoir des indicateurs, notamment par exemple sur les origines culturelles, de mesure à la fois, par exemple, sur le taux de personnes qu'on a recrutés qui travaillent et qui vivent dans les quartiers politiques prioritaires de la ville ou dans les zones de revitalisation rurale. Regardez aussi au niveau du top management ou des postes de direction où sont recrutés voilà, les profils. Est-ce que c'est toujours les 5 mêmes grandes écoles ou est-ce qu'on va aussi élargir un petit peu notre prisme de recrutement et de relations écoles? Et puis, on peut aussi, nous, on vient de lancer là un partenariat avec Namsor, qui est un acteur qui permet de mesurer par rapport au prénom et au nom des collaborateurs l'origine ethnique perçue. Et donc, on fournit des indicateurs et des analyses qui permettent d'avoir une analyse sur l'origine en fonction des noms et prénoms, de façon anonymisée et dans le respect de la loi, évidemment. C'est quelque chose qui est très attendu des entreprises qu'on accompagne parce qu'elles veulent aussi comprendre sur les origines comment elles peuvent s'améliorer, comment elles peuvent être plus inclusives. Et donc là, on pousse encore plus loin ces enjeux de mesure. Ok, très intéressant. Pour finir, est-ce qu'il y a des solutions RH, d'autres solutions RH que tu recommanderais à un RH pour travailler autrement et lutter contre le « on n'a jamais fait comme ça » ? Oui. Alors, il y en a plein. Sur les solutions RH que nous, on recommande sur, par exemple... 2 ou 3, me fais pas du Thomas Chardin au premier épisode qui m'en a fait 6 ou 7, le bougre. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est aussi de travailler sur les biais, justement. Donc, il y a des outils qui permettent, par exemple, de débiaiser sur l'égalité femmes-hommes, par exemple, les annonces, les offres d'emploi. Donc, il y a Unbias qui développe des outils technologiques. Ça s'écrit comment ? UNBIAS. D'accord, merci. Qui permet de dégenrer des offres, des annonces d'emploi. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une solution tech qui permet vraiment aussi déjà au départ de comprendre un petit peu comment on peut être plus ouvert et plus inclusif sur ces annonces d'emploi. On a aussi ce qu'on recommande aussi aux recruteurs et aux managers, c'est avant des entretiens ou de temps en temps en position de management, d'utiliser le test implicite qui a été fait par des chercheurs d'Harvard, qui permet justement aussi de rechallenger ces biais. C'est un outil qui est gratuit, qui est libre d'accès, facile à utiliser. Ouais, donc vraiment, faut pas s'en priver. Et puis après, on a aussi des solutions, qui sont pas des solutions tech, mais des partenaires, des acteurs qui peuvent aussi aider à aller chercher des publics différents, comme par exemple Each One, qui aide des entreprises à recruter des personnes réfugiés et qui mettent en place tout un accompagnement aussi, parce que il faut structurer aussi son organisation et être prêt à accueillir des personnes réfugiées quand on le souhaite. Et donc, il y a tout un accompagnement vraiment poussé. C'est un excellent sujet. Sur ces sujets, je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un enjeu important pour notre société et pour demain encore plus. Et donc, des acteurs comme ça qui parlent la même langue que les entreprises et qui ont aussi toute une approche complète d'accompagner, pas seulement recruter, mais accompagner aussi les process internes. C'est vraiment super. Après, on a 1000 partenaires avec qui on... Merci, c'est déjà hyper intéressant. Dernière chose, est-ce que tu auras un podcast à nous recommander ?
Déjà le tien. Non, ouais, moi, du mien. J'aime bien, je ferai un petit clin d'œil à Isabelle qui a conçu le podcast des métiers du futur. Ouais. Et puis aussi moi j'aime bien Tech RH de l'excellente Alexandra Borg qui est sur BFM et qui a un podcast aussi très Ce sympa. sont deux podcasts que j'écoute, hyper ouais. intéressants. Effectivement, je les mettrai effectivement en lien dans la Isabelle présentation. Rouillet, Ouais, tout à fait, sur les métiers du futur et l'évolution des métiers, quel que soit. Et je sais que tu es intervenu et que c'était vraiment passionnant. Donc, je mettrai le lien aussi vers ton épisode. Et puis, TechRH d'Alexia Borg, effectivement, que je cite assez souvent parce qu'on peut en plus le revoir en replay, en vidéo sur YouTube et sur les plateformes de podcast et qui nous ouvre l'esprit sur des sujets hyper intéressants. Si besoin, je suis RH en entreprise, j'ai besoin de te contacter. Qu'est-ce qui est le plus facile? J'ai besoin de contacter Mixity, je fais comment? Soit via le site Mixity, il y a un formulaire de contact. Sinon, sur LinkedIn, je suis toujours ravie d'échanger, de partager, de donner aussi des bonnes pratiques. Tu fais partie des personnes conseils. qui répondent quand on te contacte sur LinkedIn. Oui, je réponds. Alors parfois avec un peu de délai, mais je réponds. Merci beaucoup Sandrine pour ton enthousiasme, ta passion pour le sujet et puis ton expertise aussi sur ces thématiques qui sont pas si simples que ça à appréhender quand on est RH en entreprise, honnêtement. Je te souhaite une excellente continuation à Mixity et puis je te dis forcément à bientôt et bonjour à Dominique. Merci pour l'invitation, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouvel ou une nouvelle invitée sur le podcast. On n'a jamais fait comme ça. Bonne journée à tout le monde. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!